Lido Show Algérie, mesdames et messieurs, place tout de suite à Face à l'info. Et dans Face à l'info, ce soir, on s'intéresse à Air Algérie qui a renforcé sa flotte en se dotant d'appareils dernier cri. Il s'agit, messieurs, de 8 Airbus 330 Neo, principalement dédiés au renforcement du transport long courrier. Tarek Hafid, vous étiez justement présent à cette cérémonie. Oui, effectivement, et ce n'était pas 8, mais 10. 10, finalement. Super. Oui, parce que en fait, le contrat a été géré d'une façon à pouvoir avoir un maximum d'appareils. On doit dire que c'est effectivement de très très beaux appareils et qui vont permettre à Air Algérie en fait d'aller beaucoup plus loin et d'offrir un service qui sera réellement, qui est réellement contemporain, que l'on peut trouver dans d'autres compagnies. Donc c'est des appareils, c'est des A300, des A330-900, ce qu'on appelle A330 Neo. C'est des Airbus qui bénéficient donc d'une technologie la plus récente, mais qui en même temps, sur le plan des qualifications, vous savez que les personnels des compagnies aériennes sont soumis à des qualifications. Et donc, les A330-200 d'Air Algérie, leur personnel, que ce soit les pilotes ou les PNC, donc les stewards et les hôtesses, n'ont quasiment pas de formation à faire. Pour les pilotes, c'est juste 4 heures de formation. Donc c'est assez rapide. Ça a été fait justement, ce système, pour pouvoir passer d'une génération à une autre, en termes de maîtrise des appareils, a été fait d'une façon à pouvoir faciliter, fluidifier donc, le pilotage donc, de ces appareils. Donc l'objectif pour Air Algérie avec cette nouvelle flotte, c'est d'aller beaucoup plus loin. D'ouvrir, donc on est vraiment sur des vols, sur de l'intercontinental. C'est minimum 7 heures, 8 heures de vol. C'est-à-dire on peut imaginer en termes de destination, bien sûr le Canada, avec notamment l'ouverture d'une nouvelle destination, ça sera probablement, on m'a dit de ne pas le dire, Guangzhou, bien sûr, donc retour à l'Afrique du Sud, et Kuala Lumpur. N'Djamena, non? N'Djamena, c'est beaucoup plus court. Donc c'est pas ce type d'appareil en fait. Voilà, c'est des modules qui sont quand même beaucoup donc en moyen courrier. Et là, ça va permettre à Air Algérie d'être et aussi à l'aéroport d'Alger, donc devenir vraiment un hub intercontinental. Donc ça offre à Air Algérie des possibilités qui sont illimitées. Donc le premier appareil qui a été baptisé novembre 54, une symbolique très forte, est arrivé donc le 12 novembre. 2 autres appareils arriveront au courant du mois de décembre et donc les livraisons vont s'échelonner comme ça jusqu'en fin 2027-2028. Donc à terme, Air Algérie aura 10 nouveaux appareils, donc les A330 Neo. Et il y a aussi une autre phase qui va permettre de, on va dire, mettre à jour, rénover les anciens, les 8 A330-200. Donc, en termes de gros porteurs, de long courrier, Air Algérie sera très bien doté. En attendant, bien sûr, les autres moyens courriers, donc les Boeing 8, Boeing 737 MAX, qui arriveront à partir de, je pense, 2027-2028. Donc Air Algérie, en fait, quand on voit un peu ce qui s'est passé ces 20 dernières années avec Air Algérie, il y a eu des acquisitions qui ont été faites donc début des années 2000, mais après, on a vu, je ne sais pas si c'est dû à la gestion ou à des décisions politiques de l'époque, Air Algérie, la compagnie nationale, s'est retrouvée face à un gap. Et en fait, cette acquisition, ce premier appareil, permet de commencer à combler ce gap en termes de technologique, en termes de service, en termes de confort. Quand on fait maintenant plus de 6 heures, 7 heures de vol, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer de ne pas avoir un système, donc ce qui est appelé l'IFE, donc un système d'écran pour pouvoir voir des films, écouter de la musique, etc. Et puis maintenant, on ne peut même pas imaginer de ne pas avoir la Wi-Fi. Oui, c'est vrai. C'est des services qui vont commencer donc à être disponibles à bord très bientôt.
Très bien. Des appareils qui peuvent contenir 228 passagers. 308 passagers. 308 passagers. Sur 3 classes. Très bien, donc business, économie premium et économie. Très bien. Nous, rapidement, juste au-delà de l'équipement, c'est-à-dire que la modernisation de l'équipement, il faut rappeler aussi un point très important, c'est le repositionnement d'Air Algérie, justement dans l'ère de la compétition, totalement. De la concurrence notamment, et être acteur majeur dans cette équation. C'est très important. Et tout ça rentre dans le redéploiement économique de l'Algérie à l'étranger. On passe, si vous voulez bien, messieurs, à l'actualité internationale avec cette catastrophe humanitaire au Soudan qui continue d'indigner l'opinion publique et de mobiliser la communauté internationale qui se dit préoccupée par l'ampleur que prend cette situation au contour jamais vu quand même. 15 millions de déplacés depuis le début du conflit au Soudan en 2023, le 15 avril 2023, on voit l'ampleur de cette catastrophe humanitaire. Certes, elle est inimaginable pour un pays qui a déjà souffert de guerre civile pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on voit à quel point la concentration au microcosme qui s'est produit à Al-Fasher depuis quelques jours, parce qu'on voit comment les forces de soutien rapide, soutenues par les Émirats, ont réussi à prendre cette ville à travers le massacre de masse, c'est-à-dire le massacre et surtout l'extermination des populations Four, c'est-à-dire Darfour, c'est Four. Donc ces habitants sont en train de subir le martyre et en même temps, ils sont dans une situation humanitaire pour ceux qui ont survécu aux crimes des FSR, dans une situation humanitaire des plus inquiétantes et des plus graves. On parle de famine aujourd'hui, des enfants qui meurent et en dépit des aides qui n'arrivent pas d'une manière conséquente pour pouvoir venir en aide à ces populations qui ont fui justement le Darfour pour se retrouver dans la région avoisinante de Kondofar, qui aujourd'hui subit elle aussi des attaques du FSR. Donc la communauté, il y a eu une tentative de paix, c'est-à-dire de plan de paix, mais elle a été rejetée. Pourquoi? Par le gouvernement d'Al-Burhan, pour la simple raison que ce quartet est composé des États-Unis, des Émirats, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Le Burhan, le gouvernement soudanais à Boursaïd, a dit que c'est impossible d'accepter de l'aide d'un pays, les Émirats, qui sont en train une solution politique, qui sont partie prenante. Donc vous imaginez un petit peu la complexité de ce conflit. Et en même temps, l'Algérie qui essaye par tous les moyens, qui appelle à ce que cette situation se règle par les voies politiques, est contrariée justement par ces ambitions des Émirats à vouloir faire de ce pays-là un brasier permanent pour ses besoins justement géostratégiques, entre parenthèses. Très bien, merci Kamel. Autre information à retenir également. Messieurs, c'est à propos du Maroc, donc notre voisin de l'Ouest. Le Maroc gangréné par la corruption et miné par la pauvreté endémique, Badis. Tout à fait. D'ailleurs, une corruption institutionnalisée, qui plus est. Une oligarchie, je dis bien, je ne parle pas de monarchie ou de gouvernement, puisqu'il est complètement déphasé du peuple marocain aujourd'hui, qui subit l'une des crises les plus importantes et les plus structurelles de son histoire, qui vit aujourd'hui effectivement des situations incertaines, encore une fois, dans lesquelles ils se sentent inaudibles, ils se sentent en fait pas écoutés du tout. Et puis vous avez, encore une fois, cette tragédie qui est celle d'un pays qui cherche la normalisation à tout prix pour des gains maigres, et puis surtout qu'on peut qualifier de nul, quasi nul aujourd'hui, si ce n'est de troquer sa dignité, son honneur, notamment, et surtout aussi sa vision, puisqu'il n'a plus de vision politique. Et le peuple marocain, on est la principale victime. Donc, et derrière vous, c'est les chiffres du FMI de la Banque mondiale. Tout à fait. D'ailleurs, ils sont évocateurs, puisque c'est ça la vraie réalité du Maroc, contrairement à ce que veulent faire croire notamment ce Premier ministre oligarque, milliardaire qui plus est. La réalité des Marocains aujourd'hui, de leur quotidien, c'est la précarité, c'est le déphasage, c'est je dirais être en marge justement de tout système ou de toute projection politique, notamment qui les mettrait au cœur des préoccupations. C'est encore une fois un peuple oublié aujourd'hui, et certains indicateurs effarants démontrent effectivement que ce n'est que le début, et on risque d'avoir un glissement, je dirais même,
du Maroc, notamment par cet entêtement, mais surtout cette irresponsabilité caractérisée qui est celle du Makhzen, qui œuvre plus à faire de la propagande et à chercher à être à la hauteur de puissances régionales, notamment l'Algérie, que de s'occuper de ses propres problématiques aujourd'hui qui deviennent intrinsèques, qui deviennent un ancrage sociétal important, mais surtout inquiétant. Le Maroc qui est aujourd'hui accusé d'être un soutien du terrorisme international, Mahdi. Écoutez, le Maroc est dans la ligne directe avec les Émirats arabes unis, où malheureusement en 2025, on voit l'affiche du Jeune Afrique, à l'écran, l'affiche du Jeune Afrique. Le Jeune Afrique, c'est un quotidien qui est connu et reconnu de tous pour être pro-Merzenne. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et qui a titré Terrorisme Born in Morocco juste après les attentats du Bataclan, où on voit, je crois, ces 13 terroristes qui sont tous originaires du Maroc. Malheureusement, le terrorisme se nourrit essentiellement de la misère sociale. D'accord ? L'une des causes principales du terrorisme, c'est la misère sociale. Et quand il y a misère sociale, comme les chiffres que Badis vient de citer, ça résulte justement d'un détachement de la réalité et d'une fuite en avant qui est en train de se passer actuellement chez nos voisins. Donc c'est très dangereux ce qui se passe. Il y a une sorte de désert sécuritaire qui est en train de se passer, et on est justement très soucieux de la respectabilité de nos frontières avec nos services de sécurité, parce que ça peut venir comme du sud, comme de l'ouest, et malheureusement beaucoup plus de nos voisins que d'autre part. Donc c'est très dangereux et il faut vraiment consolider ce secteur sécuritaire. Tarek Hafed, le Maroc a déjà joué un rôle par le passé dans le terrorisme en Afrique. Alors, en plus d'être un narco-État, il y a des faisceaux, on va dire, d'informations disant aussi que c'est un État qui a soutenu activement le terrorisme. Alors, déjà, il ne faut pas oublier l'épisode de l'Aïada à l'époque qui avait été récupéré par Hassan II, donc le premier émir du GIA, et lui-même le reconnaît, il a bien raconté ce qui s'était passé. Il y a aussi les services de renseignement allemands, les services de renseignement belges et même les services de renseignement espagnols qui disent qu'effectivement, à un certain moment, en Europe, les services marocains ont joué un rôle en matière de terrorisme. Ce qui se passe, c'est que les principaux groupes terroristes qui sont actifs dans le Sahel profitent du trafic de drogue. Et cette drogue, elle est produite au Maroc. Donc pour effectivement obtenir des moyens financiers et pour canaliser donc le transport de cette drogue du Maghreb vers une grande partie de l'Afrique et même vers le Moyen-Orient et voire même l'Asie. Donc effectivement, d'une façon ou d'une autre, il y a souvent, très souvent, en tout cas le Maroc en arrière-plan. Et en matière de terrorisme et même en matière de fake news, enfin énormément de choses très très négatives que l'on retrouve, et l'on retrouve souvent le Maroc. Justement, vous parlez de fake news, Tarek Hafed, vous me tendez la perche pour parler justement de Google qui a descendu en flamme la propagande marocaine sur la cartographie, Badis Khnissa. Avant de parler de ça, permettez-moi d'abord de revenir sur le Bataclan. On en a parlé tout à l'heure effectivement avec cette une très éloquente, et pourtant, comme tu disais, Mehdi, Jeune Afrique, c'est à ce jour la caisse de résonance du Merzenne. Ah, mais les journaux français n'en ont pas parlé, par contre. Tout à fait. C'est pour ça, Badis, que je vais dans ton sens. L'omerta qu'il y a eu dans les journaux français en disant comme quoi c'était des terroristes qui étaient venus du Maroc, rien du tout. Par contre, quand on attrape un voleur d'une canette de Red Bull et qu'il est d'origine algérienne, sur 3 générations, là c'est en grand l'immigration algérienne, en grand sur le groupe Bolloré. Et parfois mais vraiment, il se dit juste d'origine algérienne alors qu'il ne l'est pas. Alors que des fois, il n'a même pas le passeport algérien, il n'est même pas immatriculé au consulat d'Algérie. Mais là, vous pouvez être sûr qu'on va sortir l'acte de naissance de son arrière-grand-père sur 5 générations pour prouver qu'il a un arrière-grand-père algérien. Ça, le groupe Bolloré vous en fera une servitude toute la journée. Non, mais là où je veux en venir, effectivement, et je vais donc pour aller dans ton sens, c'est que le jalon du Bataclan, l'acte terroriste du Bataclan, qui est un acte avec un contingent plus important qui sont des Marocains venus de Belgique, sauf que là, à l'occasion de la 10e anniversaire notamment de la tragédie, vous voyez dans les médias français, on ne cite pas
l'origine de ces terroristes. On se contente de dire les auteurs de cet attentat. Donc vous voyez qu'il y a une omerta caractérisée, structurelle, notamment de la part des médias français, pour faire un distinguo. Et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, alors qu'un fait divers, on n'attend même pas l'issue des enquêtes pour commencer à dire que une telle personne d'origine algérienne ou autre. C'est comme pour essayer d'entacher l'image de l'Algérien et à travers l'Algérien, l'Algérie. L'Algérien bashing, alors que là, nous avons la tragédie la plus importante en matière d'attentat terroriste de l'histoire de la France, qui a été commise par des Marocains. Faut le rappeler. Et j'irai plus loin encore. On va vers Daesh. Daesh, le plus gros contingent des combattants, notamment terroristes, en Syrie et le fameux Cham, c'était des Marocains. Marocains tunisiens. C'est un fait. Et puis j'irai encore plus loin, si vous me permettez encore. On parle de terrorisme, moi je parlerai aussi de terrorisme d'État et de complicité de terrorisme d'État. N'est-il pas complice avec l'entité sioniste pour faire le génocide à Gaza ? Le Maroc n'était pas effectivement une base de logistique, une base arrière pour les équipements militaires, pour aller bombarder Plusieurs grands responsables militaires tuer davantage se sont souvent rendus les Palestiniens. Donc vous voyez bien, alors que d'autres pays, comme vous voyez comme l'Espagne, avaient refusé tout amarrage de navires militaires sionistes. Mais quand tu parles de terrorisme, de toute façon, Badis, il est évident, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, que le terrorisme est né de quelque chose. Le terrorisme naît d'une frustration, donc d'une misère sociale. Quand il y a des pays où il y a un foyer de misère sociale qui est important, automatiquement, le terrorisme se propage plus rapidement. Il fait plus d'adeptes. Et quand tu consultes la cartographie du terrorisme, là où il y a un foyer de terrorisme ou de terrorisme, de personnes qui sont issues justement de cette mouvance-là, il y a une misère sociale qui est très forte. Et les chiffres que tu as énoncés tout à l'heure prouvent justement cette misère sociale et d'où naît le terrorisme, justement ce terrorisme de masse. Le terrorisme se nourrit, on se nourrit de terrorisme auprès des pauvres parce que les populations les plus vulnérables, c'est là où on recrute justement. Exactement, on recrute par rapport, bien sûr. On recrute les narcotrafics, les lavages de cerveau, et on recrute pour le terrorisme. Moi, je voudrais rappeler l'épisode le plus incroyable, c'était les attentats de Marrakech. Les Marocains avaient immédiatement pointé le doigt sur l'Algérie. En 94. En 94, mars 94. Et voilà qu'est-ce qui se produit. On découvre que finalement, ceux qui ont fait l'attentat, ce sont des Marocains, comme c'est le cas pour le Bataclan et d'autres à Madrid en 2004. Dans le train à Madrid, Qaïda, c'était qui? C'était des Marocains. Alors que Aznar s'était trompé, il a été trompé en accusant l'ETA. Donc on a encore une fois, et la main des services secrets français a été bien évidemment établie, et par qui? Par El País, qui était un journal pro-marocain. Donc, Jeune Afrique, lorsqu'il s'agissait à ce moment-là, Jeune Afrique prend oui, c'est connu et reconnu de tous. Même eux ne s'en cachent pas. Même eux ne s'en cachent pas. Oui, les enquêtes les plus sûres, et on les voit dans Wikileaks, comment les services secrets français, espagnols et américains ont ciblé, parce que à ce moment-là, il y avait toute une politique, tout un système sécuritaire qui a été mis en place pour pouvoir justement comptabiliser et suivre justement les mouvements des terroristes marocains qui avaient justement commis de nombreux attentats en Europe. Il faut rappeler aussi que le Maroc a créé au Sahel un groupe terroriste et que ce groupe était spécialisé, je vais dire, dans les attaques contre l'Algérie, c'était le Mujao. Donc à partir de 2007, donc la première grande opération, ça a été le kidnapping à Tindouf d'étrangers, donc italiens et espagnols. Ensuite, il y a eu bien sûr Gao avec nos diplomates, bien sûr, nos diplomates. Il y a eu Taman Rasset. C'est-à-dire que ce groupe terroriste, et ça a été prouvé par la suite, a bien été créé par les Marocains contre l'Algérie. Très bien. On voit à l'écran les conditions précaires dans lesquelles vivent certains Marocains. Badis, un commentaire sur ces images. Au-delà de la précarité que nous sommes en train de regarder ici, et puis surtout aussi la pauvreté endémique que connaît le Maroc, et d'ailleurs dans toutes les régions, y compris les régions rurales qui sont complètement éloignées. Mais je dirais écartées de tout développement quelconque. Moi, j'aimerais aussi, ce qui m'a retenu mon attention sur ce discours un peu à géométrie variable, et notamment par l'Occident, c'est
savez, depuis la Gen Z, les manifestations qui ont vu le jour, effectivement, pour crier leur ras-le-bol, notamment sur cette situation qui a assez duré, vous avez plus de 1500 arrestations à ce jour de personnes parfois qui, leur famille ne connaissent même pas, ne savent même pas en fait qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et pourtant, le Maroc reste dans son impunité médiatique, mais surtout aussi, personne n'en parle aujourd'hui, y compris certains qui parfois, pour un rien, tombent sur l'Algérie avec des arguments fallacieux. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce deux poids deux mesures doit cesser. Et là, par contre, on a une réalité, une amertume, j'ai envie de vous dire, que le peuple marocain vit, encore une fois, dans sa chair. Et les 1500 notamment, dont certains sont disparus, on ne connaît même pas leur avenir, restent quand même une tâche indélébile sur ce Marzan. Merci messieurs pour cette discussion. On revient tout de suite.